on le partagera sur. Donc, je vous propose qu'on démarre. Moi, par la suite, je vais partager le lien YouTube là sur notre page Facebook, mais je propose qu'on démarre. Et donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à nos camarades et amis présents avec nous sur cette conférence. C'est un honneur et une joie de vous voir parmi nous. Cette conférence est organisée par le Centre Aït Jid Mohamed d'études et de recherche à l'occasion du 32e commémoration du martyr Aït Jid Mohamed Ben Aïssa. Avant de commencer cette conférence, je donne la parole à notre camarade Int Farid de donner un mot pour introduire cette conférence, cette journée en hommage à notre martyr camarade. Bonjour à tous. Salutations aux cadres politiques, progressistes, aux militants, aux amis et camarades du martyr El-Jid Mohamed Ben Issa, ainsi qu'à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à notre lutte depuis l'idée jusqu'à la fondation. À tous ceux qui ont partagé et porté avec nous cette responsabilité, cet engagement de fidélité au martyr. À tous ceux qui ont adopté notre cause, à toute personne libre refusant la tyrannie et la dictature, à ceux qui ont insisté pour que nous poursuivions entièrement le chemin de la vérité, qui a planifié, qui a ordonné, qui a exécuté ce crime contre l'humanité. Recevez de notre part les salutations les plus sincères. Aujourd'hui, nous commémorons le 32e anniversaire de l'assassinat de notre camarade Aït-Jid, tombé sous les coups de ceux qui, hier comme aujourd'hui, n'expriment leur existence que par l'élimination de l'autre, avec sauvagerie et barbarie. L'assassinat de notre camarade est un assassinat politique et il ne fut ni le premier ni le dernier projet criminel de ces groupes. Malgré leurs tentatives de désinformation, la recherche de nouvelles alliances et la manipulation du champ de confrontation à leur avantage en gagnant davantage de sympathisants. Ces groupes adoptent une nouvelle stratégie, un nouveau masque pour chercher une légitimité historique et blanchir leur passé, un passé dont la gauche ne s'est toujours pas remise et qui également marquait les peuples ayant vécu l'ascension du fascisme au pouvoir. Aujourd'hui, le slogan de la démocratie et des droits de l'homme est devenu le refuge derrière lequel se cachent les mouvements de l'islam politique. Nous sommes pleinement conscients de la lourde responsabilité qui nous incombe préserver et documenter notre héritage historique, avancer résolument vers la vérité, toute la vérité, et tenir également pour responsable le régime politique marocain qui a clairement conspiré pour faire taire les voix libres. Nous remercions chaleureusement tous les présents et les conférenciers d'avoir accepté notre invitation part à cet événement si cher à nos cœurs. Merci à vous tous. Chtraoui, le son. Chtraoui, t'as coupé le son. Oui, alors, introduisons alors la conférence de ce jour. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est d'une importance cruciale. La montée de l'extrême droite, quelles conséquences sur le monde du travail, en particulier pour les immigrés et leur pays d'origine. Depuis quelques années, nous assistons à une progression inquiétante des idées d'extrême droite à travers le monde, en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Ces mouvements politiques gagnent du terrain, influençant profondément les politiques économiques, sociales et migratoires. Cette montée en puissance soulève des inquiétudes majeures, notamment pour les travailleurs, plus encore pour ceux issus de l'immigration. Comment les politiques d'extrême droite affectent-elles le droit du travail? Quels impacts sur les conditions de vie et d'emploi des immigrés? Comment les pays d'origine des travailleurs migrants sont-ils touchés par ces dynamiques? Autant de questions que nous allons explorer ensemble avec nos invités de ce jour. Avec nous ce jour, nos chers invités, Yves Flachet, juriste et responsable au Parti du Travail de Belgique.
spécialisée dans la lutte contre l'extrême droite. Notre camarade Maryse Tripier, qui est sociologue et membre du Parti communiste français, ainsi notre très cher camarade Mustapha Louzi, qui est professeur et également un militant progressiste de la gauche marocaine. Ces militants et ces experts de la question partageront avec nous leurs analyses, expériences, pour nous aider à mieux comprendre ces enjeux et réfléchir aux perspectives de résistance et de mobilisation. Nous vous invitons alors à participer activement en posant vos questions et en contribuant au débat. Cette conférence sera un espace d'échange et de réflexion collective face à un défi politique majeur et crucial. Merci à tous et à tous pour votre présence et votre engagement. Commençons alors sans plus attendre et je donne la parole à Madame et notre camarade Maryse Tripier. Ce que je fais, moi, Vous pouvez commencer votre... est-ce que vous allez me voir? Oui, on vous voit très très bien. Vous pouvez commencer. Bon, d'abord, je lis que la réunion est enregistrée et son contenu est envoyé à un tiers. Qui est le tiers? Ben, c'est nous-mêmes. Ah, c'est vous-même, d'accord. Alors, écoutez, moi, je ne connaissais pas votre association. C'est Omar, un camarade, qui m'a proposé, qui devait être avec moi, mais je ne sais pas où il est. Donc, moi, je vais plutôt vous donner ce que j'ai pu faire pendant mon travail scientifique. Je suis à la retraite, je suis professeur émérite de l'Université Paris Diderot. J'ai fondé le laboratoire URMIS, Unité de recherche, migration et société, et mes travaux ont porté essentiellement sur les syndicats, les travailleurs immigrés et les immigrés dans la classe ouvrière. Alors, pour commencer, un premier point, il faut revenir aux sources et notamment à Vichy. Pendant le régime de Vichy, le droit de grève a été interdit et on a interdit également les syndicats, on leur a substitué des comités d'organisation dans les entreprises et donc c'est une position clairement anti-syndicale et anti-travailleur. Dans le même temps, indépendant de leur nationalité, on a interdit aux Juifs de travailler dans le secteur public, avocats, médecins, etc. Et la plus grande mesure, c'est la dénaturalisation de Juifs qui ont été naturalisés dans les dernières années. Ça, c'est le démarrage, c'est la source d'inspiration. Dans un deuxième temps, pendant le Front National, dont je rappelle que à l'époque, le dirigeant était Jean-Marie Le Pen, qui était un de ceux qu'on a considéré comme un tortionnaire, ou je ne sais pas quel est le mot, pendant la guerre d'Algérie, était déjà, enfin, on en reparlera par rapport à la guerre d'Algérie, à la colonisation. Puis, il y a eu la tentative de Maigret, qui était un courant du FN, de créer des syndicats Front National dans plusieurs secteurs de la vie sociale et des entreprises. Mais ces syndicats ont été révoqués par la justice puisqu'ils n'ont pas vocation à s'afficher politiquement. Donc, il y a toujours eu une opposition de base, je dirais, historique de l'extrême droite à l'égard des syndicats légitimes. Puis, je fais un petit passage par l'extrême droite et la colonisation, en rappelant d'une certaine manière deux faits qui sont paradoxaux, mais pas vraiment. Il y a eu enrôlement pour les guerres des travailleurs coloniaux. Donc, on a eu les tirailleurs sénégalais, etc. Bon. Et puis, ce problème de l'extrême droite et de la colonisation se ressent dans le fait que, notamment, la décolonisation et la guerre l'indépendance de l'Algérie n'a jamais été digérée par cette extrême droite et elle montre en particulier son hostilité aux immigrés des anciennes colonies. Quand on voit les accusations, etc., c'est toujours ça. Et d'ailleurs, les plus grands votes FN sont dans la région PACA, où on retrouve des pieds noirs, des gens du contingent, des harkis. Et donc, c'est une région un peu laboratoire, notamment pour le Front National. Donc,
Puis, enfin, ce que je pense, c'est que le racisme et l'islamophobie existent en plus de la question de la nationalité, puisque tout ce que nous avons montré dans nos travaux, c'est que le racisme, notamment en direction des anciennes colonies, est particulièrement virulent et fait que ce sont ces gens qu'on fait travailler dans les travaux les plus pénibles ou bien qui sont sans papier et qu'on envoie dans les tâches les plus pénibles. Donc, et dans le même temps, on trouve un soutien général au patronat, sous prétexte qu'ils s'inspirent ou ils veulent faire attention comment dire, aux petites et moyennes entreprises, aux commerçants. Finalement, ils sont plutôt un soutien au patronat. C'est pas moi qu'on voit, hein. Je ne sais pas si on me verra, mais c'est pas moi qu'on voit pour l'instant. Enfin, je voudrais revenir sur le thème actuel de la préférence nationale. L'extrême droite avance ce slogan de la préférence nationale avec le slogan « On est chez nous ». Il joue avec les fantasmes suivants, le grand remplacement, qui n'existe pas, puisque tout ce qui est carte de séjour, etc., est relativement stable depuis un certain temps. Il joue aussi avec le fait que les étrangers mettraient à mal notre modèle social, mais chaque fois qu'il a fallu voter en faveur du modèle social, le Front National s'est dit contre. Il est sur la position contre l'assistanat, etc. Et il faut comprendre que pour certains Français, notamment ouvriers français touchés par la désindustrialisation, etc., ce côté préférence nationale peut apparaître à certains comme une évidence, c'est-à-dire ils n'ont rien d'autre, c'est un peu comme les petits blancs aux États-Unis, ils sont pauvres, ils n'ont rien, mais ils ont une nationalité française qui leur paraît être un privilège. Mais historiquement, on sait que l'étranger sert de bouc émissaire pour diviser les luttes et c'est une logique ancienne et bien connue. Donc, ce qui est nouveau aussi, c'est la criminalisation de l'étranger et de l'action syndicale en général. C'est-à-dire qu'en ce moment, on attaque les syndicalistes quand ils prennent des positions, par exemple sur la Palestine ou autre chose, ils sont poursuivis. On attaque les mouvements sociaux en général, on les criminalise. C'est pareil pour les écologistes et d'autres mouvements sociaux, y compris le soutien à la Palestine, etc. C'est-à-dire que ce qui est une opinion a tendance à devenir pour ces gens-là un crime et essaye de les criminaliser. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ne pas être très longue, mais je suis prête à répondre à toutes vos questions. Est-ce que ça vous va? Très bien, je donne ainsi la parole à notre camarade Ivo Flaché. Bon après-midi tout le monde. Voilà, merci pour l'invitation. Je suis belge, j'habite à Bruxelles, je suis responsable au PTB, c'est le Parti du travail de Belgique, pour la question de la lutte contre l'extrême droite, juriste de formation. Voilà, je voulais vous parler aujourd'hui de trois éléments en fait. Premièrement, un peu l'analyse de la situation politique en Belgique, vous expliquer un peu où on en est. Puis partager avec vous quelques expériences de lutte contre l'extrême droite qu'on a avec le PTB. Et puis un troisième élément, l'importance du travail de mémoire en fait. C'est quelque chose c'est une campagne qu'on mène aussi en Belgique, ensemble avec beaucoup d'autres. Voilà, où est-ce qu'on en est en Belgique? Vous savez que la Belgique, c'est un pays fédéral, donc on a la Flandre dans le nord, la Wallonie dans le sud, Bruxelles au milieu. Politiquement, pour le moment, on a un gouvernement fédéral, on l'appelle gouvernement Arizona. Pourquoi? Parce que les couleurs du drapeau de l'État américain Arizona semblent les mêmes couleurs que les partis qui sont dans ce gouvernement. Donc, il s'agit donc ce gouvernement est formé
par un parti qui s'appelle NVA, Nieuw Vlaamse Alliantie. C'est un parti conservateur libéral, en fait, surtout nationaliste. Le NVA, ça s'appelle. Puis il y a les anciens, allez, ils sont toujours là, les chrétiens démocrates qui s'appellent CDMV, les libéraux et les socialistes, mais uniquement les socialistes de Flandre. C'est un parti, c'est un gouvernement qu'on appelle de caste sociale, un gouvernement de droite. On a le même gouvernement en Flandre, formé par les mêmes partis. Et en Wallonie, il y a un gouvernement qui est fort différent, mais qui est tiré par le MR, le mouvement réformateur. C'est un parti qu'on pourrait, qui ressemble beaucoup au mouvement de Macron et qui est dirigé par un nouveau président qui s'appelle Boucher, qui est très à droite en fait. Voilà, c'est ça la Belgique pour le moment en ce qui concerne les gouvernements. Il faut savoir qu'on a un parti d'extrême droite, on l'appelle un parti fasciste. Ils ont historiquement, ils ont des racines dans la collaboration avec les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça s'appelle Vlaams Blok, qui veut dire le bloc flamand en fait. Et ce parti-là, ils sont très 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 forts dans le nord du pays. Donc pour le moment, dans les sondages, ils sont en fait les plus grands. Voilà. C'est ce qu'on a en Belgique dans les gouvernements. Pour le moment, il y a une forte lutte qui va en fait naître, qui a déjà commencé, mais qui va naître par le 31 mars. On a une grève générale qui est organisée par les syndicats contre ce gouvernement. Pourquoi? Parce que ce gouvernement va économiser, sont leurs plans. Ils veulent économiser 22 milliards d'euros les 5 ans à venir. C'est une somme énorme pour la Belgique. En fait, ça fait depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'il n'y a plus de casse sociale d'une telle envergure. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont attaquer très fort les pensions en Belgique. Ils attaquent les services publics. Ils attaquent les chômeurs et les malades de longue durée. Et ils font une pression, ils prennent des mesures pour en fait s'attaquer aux syndicats et aux associations du monde associatif. Et par exemple aussi, voilà, je pourrais donner beaucoup d'éléments et de détails, mais ils attaquent aussi la semaine de 38 heures. Donc il y a un changement en fait dans la loi du travail qui fait que certaines personnes vont devoir travailler 45 heures par semaine. Donc, c'est une attaque frontale contre le monde du travail en Belgique. Là-dedans, qu'est-ce que fait ce parti d'extrême droite? Donc, je le répète, quand je parle en Belgique de l'extrême droite, je parle de ce grand parti en Flandre, le Vlaams Belang. Donc, en Wallonie, il n'y a pas de parti fasciste ou d'extrême droite, mais plusieurs militants de l'extrême droite sont en fait récemment devenus membres de ce mouvement réformateur de M. Boucher. Et donc, on voit de plus en plus le MR en Wallonie avoir un langage aussi raciste contre les réfugiés, contre les chômeurs. Donc, un langage en fait qui commence à ressembler beaucoup à un langage qu'on entend aussi chez l'extrême droite. Donc, qu'est-ce que fait alors le Vlaams Belang, par exemple, en Flandre? Eux, ils essayent de se faire une image sociale. Dans leurs réseaux sociaux, ils se disent « Oui, on est contre ces plans du gouvernement Arizona. On n'est pas pour qu'on s'attaque aux pensions. » C'est ce qu'ils disent dans les réseaux sociaux. Mais en fait, depuis des années, on voit qu'au niveau de la casse sociale, ils votent les mêmes mesures, ils votent même parfois ensemble avec les partis dans le gouvernement. Donc, ils se font une image sociale, mais ils sont très antisociaux, très élitaires. Ils vont jamais défendre des mesures qui vont toucher aux grandes fortunes ou aux riches. Voilà. Mais ils ont donc une très grande influence.
En ce qui concerne, ça c'est vraiment pour vous donner un peu le topo politique de la Belgique. On est donc face à une lutte très importante qui a déjà commencé en fait, et on va vers une grève générale le 31 mars. En ce qui concerne alors la question de la conférence, donc quelles conséquences sur le monde du travail, en particulier pour les immigrés, donc face à la montée de l'extrême droite, ça a maintenant quoi comme conséquence pour le monde du travail en Belgique? Ben voilà, je voulais dire une première chose là-dessus. En Belgique, je pense que c'est la même chose en France, le monde du travail est très, très, très divers. Donc, on voit dans les grandes entreprises, dans les hôpitaux, dans le secteur du bâtiment, du nettoyage, on voit un monde du travail qui est super divers, des gens qui viennent de partout. Et donc, la première réponse, en fait, à la question, c'est quoi la montée de l'extrême droite ou des idées de l'extrême droite? Et les attaques, en fait, les attaques sociaux contre le monde du travail, c'est en fait, c'est la même chose pour tout le monde du travail. Toute la classe ouvrière, qui soit belge, d'origine belge ou issue de la migration, on est tous victimes de cette politique d'austérité à laquelle on fait face en Belgique. Donc ça, c'est vraiment un premier point très important à dire. En Belgique, la classe ouvrière est très diverse et est attaquée dans son ensemble. Ceci dit, il y a une attaque aussi de ce gouvernement Arizona en Belgique, spécifiquement contre les migrants. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, je pourrais donner beaucoup de détails là-dessus. Mais donc, par exemple, on s'attaque aux demandeurs d'asile et aux nouveaux arrivants. Comment ils vont instaurer un système de ce qu'on appelle des citoyens A et B. Donc avant, un réfugié reconnu en Belgique avait les mêmes droits sociaux que quelqu'un avec la nationalité belge. Maintenant, ils vont en fait diminuer le minimex, je pense que c'est comme ça que vous l'appelez en Belgique. Donc l'aide sociale pour un réfugié sera beaucoup moins que quelqu'un avec la nationalité belge. Autre mesure, c'est qu'on va annuler 4000 places d'accueil pour les réfugiés, donc pour des nouveaux réfugiés. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a déjà énormément de réfugiés, de candidats réfugiés qui dorment dans la rue. C'est un très, très, très grand problème. Troisième mesure contre les migrants, c'est qu'on va limiter le droit au regroupement familial. C'est-à-dire, donc, quelqu'un qui a donc, une fois que, en tant que migrant, tu as le droit de rester en Belgique, en tant que réfugié ou si vous êtes venu d'une autre façon, ça va devenir beaucoup plus difficile pour faire venir sa famille, ses enfants, son partenaire, avec plein de petits systèmes de conditions supplémentaires pour en fait limiter ce droit énormément. Voilà, et je pourrais continuer, mais donc il y a une attaque sociale contre toute la classe ouvrière et une attaque spécifique contre des migrants, contre les familles des migrants et contre les réfugiés. Et donc avec ça, pourquoi ce gouvernement de droite fait ça? Parce que eux, ils veulent faire semblant que le problème en Belgique, c'est les migrants, qui est évidemment complètement débile, mais en menant, donc en faisant des mesures anti-migrants, ensemble avec des mesures antisociales, ils vont en fait essayer de diviser la classe ouvrière. Et donc ça aussi, c'est quelque chose contre laquelle on fait beaucoup de combats et on essaye vraiment d'uniter la classe ouvrière donc, dans cette lutte qui va arriver en Belgique. Pour encore un peu vous expliquer ce qui se passe en Belgique, aussi je pense dans d'autres pays en Europe, nous on utilise beaucoup le mot fascisation ou un autre mot droitisation. Donc c'est un concept qui vient d'un juriste, un juriste allemand dans les années 20. Son nom c'est Franz Neumann si ça vous intéresse.
Et donc, il a fait l'analyse, ou il faisait l'analyse dans les années 20, les années 30 en Allemagne, qu'il y avait un processus qui n'était pas mis en avant par un parti fasciste déjà au pouvoir, mais donc dans les années 20, donc avant que Hitler est venu au pouvoir en 1933, il y avait déjà tout un processus avec des lois autoritaires, avec un climat raciste et en fait avec une coexistence d'un parti fasciste assez fort ensemble avec des partis conservateurs de droite, des partis libéraux, même des partis en fait sociodémocrates aussi. À l'époque, ça se refait maintenant, qui en fait, dans cette politique contre la sécurité sociale, contre les pauvres, contre les malades de longue durée, ils allaient aussi s'attaquer aux syndicats, aux organisations des gens qui se battaient contre la pauvreté. Et donc, cette situation où il y a de plus en plus de lois répressives, où il y a de plus en plus de lois contre la classe ouvrière, était en fait un processus de fascisation qui préparait l'État pour juste être pris par les partis fascistes. Donc voilà, on ne peut pas regarder dans le futur, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on est face à une situation de droitisation. C'est donc un processus très favorable aux partis d'extrême droite en Belgique, en Flandre, et je pense aussi en France et dans d'autres pays de l'Europe. Voilà, c'est ça qui se passe un peu en Belgique. Encore un petit mot sur ce qu'on fait avec le PTB. Donc avec le PTB, premièrement, on essaye de prendre en main la lutte sociale, c'est très important. Il faut vraiment, nous pensons que pour se battre contre l'extrême droite, il faut que les gens ils ont une vraie alternative avec un programme anticapitaliste, avec un parti qui dit non, on n'est pas d'accord avec ce gouvernement Arizona, on n'est pas d'accord avec toutes ces mesures d'austérité, on n'est pas d'accord qu'on s'attaque aux pensions des gens. Et c'est dans cette lutte qu'on va retrouver l'unité entre tous les ouvriers, qu'on soit d'origine n'importe, qu'on est belge, qu'on est né ici ou pas. Donc c'est l'unité dans la lutte sociale pour un vrai programme de gauche qui est très, très, très important pour nous. Donc, nous, on veut pas, nous, on donne priorité vraiment aux luttes sociales plutôt que des débats identitaires. On veut vraiment recréer une identité de classe qui est pour nous très important. Et donc, on est contre tout ce qui divise les gens. Voilà. Au point de vue d'organisation, on pense que c'est vraiment important que la gauche retourne dans les quartiers, dans les entreprises. On s'organise partout pour soutenir cette lutte sociale et par exemple pour faire de cette grève générale un succès. Un petit exemple, par exemple, donc c'est possible de gagner. C'est possible de gagner contre l'extrême droite. Je vous donne l'exemple d'Anvers. Donc Anvers, c'est une grande ville industrielle dans le nord de Belgique. Voilà, là, en fait, il y a 20 ans, le Vlaams Belang, donc ce parti fasciste, avait plus de 30% des voix. Plus de 30%. Donc, ils étaient largement le plus grand parti. Et donc, aujourd'hui, avec les élections de l'année passée, le PTB est devenu le deuxième parti de cette ville. Donc, c'est une ville de 500 000 habitants. On a obtenu 22,9% de pourcentage dans les élections. Et le Vlaams Belang est retombé à 15,8%, donc la moitié d'il y a 20 ans. Et donc, le PTB est devenu largement plus grand que le parti d'extrême droite. Donc voilà, c'est possible de gagner en tant que parti de gauche si on remet les intérêts de la classe ouvrière de nouveau sur l'avant-plan et si on organise vraiment la lutte sociale avec un programme clairement authentique de gauche. Voilà, pour finir, je voulais partager avec vous une campagne que nous soutenons avec le parti. Donc, c'est une campagne qui a été lancée
par les syndicats en Belgique et par beaucoup d'associations du monde associatif qui s'appelle la Coalition 8 mai. Donc, vous savez que le 8 mai 1945, en Europe, on a vaincu l'Allemagne nazie. Donc, c'est la date de capitulation des nazis en Allemagne, donc le 8 mai 1945. Et donc, cette année, on fête la 80e anniversaire de cette date. Et voilà, en Belgique, le 8 mai a été un jour férié un jour, mais ne l'est plus. Donc en France, c'est un jour férié. Chez nous, le gouvernement, aussi un gouvernement de droite dans les années 90, notamment en 83, a annulé ce jour comme un jour férié. Et donc cette coalition 8 mai remet en avant l'importance de la victoire contre le fascisme en Europe et donc demande que le 8 mai redevient un jour férié. C'est très important. Nous pensons que le travail de commémoration, d'expliquer aux gens c'était quoi le fascisme, qu'est-ce qui est passé dans les années 30, il faut vraiment de nouveau expliquer ça aux jeunes parce que beaucoup de jeunes ne savent plus c'est quoi le fascisme, ne savent plus c'est quoi l'extrême droite. Et donc, en mettant en avant le 8 mai comme une date importante de victoire contre le fascisme, on pense qu'on peut remettre la lutte contre l'extrême droite sur l'agenda. Voilà, c'est un peu ça que j'avais préparé. Et comme voilà, c'est évident que je serai encore là pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, camarade Ivo. Sans plus attendre, je vais donner la parole à notre camarade Mustapha. Est-ce que ton micro est ouvert, cher camarade? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on t'entend très très bien. Merci. Merci, Chtraoui. Merci pour le centre Aït El Jid. Je m'appelle Mustapha Louisi, donc je suis enseignant universitaire et j'enseigne à l'université où le martyr qu'on commémore aujourd'hui un anniversaire des plus tonitruants parce qu'il s'agit aujourd'hui des mêmes questions qui se sont posées autrefois. Hind, tout à l'heure, les a énumérées, c'est-à-dire comment tout cela s'est-il passé, pourquoi tout cela s'est-il passé et qui a ordonné ce crime odieux. Et aujourd'hui, on se pose aussi la question, quelle a été la nature de cette alliance entre ceux qui ont exécuté et l'État marocain qui n'a pas fait le nécessaire pendant tout ce temps. Donc nous sommes tous aujourd'hui et toutes en train de reprendre la même question. Qui a tué le martyr? Pourquoi? Et comment toute cette manigance de camoufler le crime a été perpétrée jusqu'à aujourd'hui? J'ai écouté avec une grande aisance les discours de mes camarades Ivo et Maris. Et moi, je tenais en guise d'introduction à ma communication, revenir à cette carte de l'extrême droite en Europe, puisqu'il faut s'aligner sur le titre de la conférence. Je dirais d'abord que c'est une carte qui ne cesse de s'entacher, c'est une carte qui ne cesse de s'élargir dans tous les bords de l'Europe d'aujourd'hui, parce qu'on a aujourd'hui un pays comme la Finlande, on a un pays nouvellement entaché d'extrême droite qui est la Belgique. Ivo en a parlé largement, il est mieux placé que moi pour le dire. Il y a le NVA qui s'est accaparé du pouvoir, c'est grâce aux urnes malheureusement, en février dernier. Et donc, c'est flamand, mais je ne pense pas que la Wallonie soit assez loin de cette tache d'huile qui est en train de s'étendre à une Europe en train de virer à droite, non pas seulement à droite, mais à l'extrême droite.
Il y a aussi l'Italie qui, depuis 2022, ils se sont alignés à l'extrême droite après une bonne période de gouvernement qui n'ont pas saisi aussi l'opportunité de travailler tous les slogans qu'ils ont pu scander auparavant. Et on a un pays dont on ne parle pas beaucoup, c'est la Hongrie. La Hongrie vit au rythme d'une extrême droite meurtrière, j'allais dire. Il y a aussi des pays où l'extrême droite gouverne en coalition avec d'autres partis politiques, avec d'autres formations. En Pays-Bas, en Finlande, en Slovaquie et en Croatie. En Croatie, c'est aussi quelque chose qui se prépare pour que l'extrême droite gouverne seule et avec une large majorité. Donc, c'est une carte politique qui vire à l'extrême droite et avec une vitesse excessive et avec aussi une expansion des idées de l'extrême droite, non pas uniquement chez les jeunes, non pas uniquement dans des sphères particulièrement restreintes, mais aussi parce qu'il y a un électorat qui s'étend de plus en plus chez les instruits et parmi aussi les jeunes, les femmes, et les instruits et les éduqués. C'est-à-dire ces gens-là qui étaient autrefois, qui étaient avant une quinzaine, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, le hameau et l'électorat de la gauche. Voilà que l'électorat de la gauche aujourd'hui, j'allais dire cette classe moyenne qui votait des programmes bien faits de la gauche en Europe, est aujourd'hui prête à voter extrême droite sans conviction. Je ne le pense pas pour tout le monde, mais aussi par pragmatisme sur le plan socio-économique. Toute cette panoplie de cartes politiques d'extrême droite, qui n'est pas très homogène, on doit le dire. Ça paraît surtout sur le plan du Parlement européen. Ce n'est pas les mêmes groupes, ce n'est pas les mêmes tendances, ce n'est pas les mêmes intérêts souvent, mais c'est la même âme, la même verve, le même enthousiasme, les mêmes slogans. Et je pense la même histoire d'où ils puisent ce fascisme, ce nazisme et cette extrême haine qui les anime pour se barricader contre les étrangers, pour se barricader contre les intérêts des étrangers et des travailleurs. La classe ouvrière est en train de souffrir parce qu'il y a des lois qui suivent, parce qu'il y a des restrictions, parce qu'il y a le nombre d'heures semaine qui est en train d'augmenter. On a parlé tout à l'heure, on vire et on y va directement vers les 45 heures. Et bref, il y a des groupes qui sont en train, notamment au Parlement européen, de se constituer avec des programmes qui sont plutôt concoctés de manière unie. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que cela nous laisse perplexes et sans mot à dire par rapport à comment tout cela s'est-il passé. Parce qu'il y a certainement des raisons, il y a certainement des choses qui ont mené à ça, qui ont amené toute l'Europe parce que même les pays où il n'y a pas d'extrême droite, ni en coalition, ni au gouvernement, mais ils sont très forts parce que regardez Vox en Espagne, regardez les Portugais, l'extrême droite au Portugal, qui est en train d'aujourd'hui de ramper vers les premières places. Et je pense aujourd'hui qu'en Espagne, la situation est pénible parce que avoir les manifestations, avoir l'électorat, avoir la nature de l'électorat
on est en train de ramper doucement sur une Europe qui va toute azimut virer à droite. Je pense qu'aujourd'hui, la virée du capitalisme vers un capitalisme sauvage, vers un capitalisme sans règles, sans normes, sans un libéralisme sans normes, sans âme, sans pitié, elle est aussi la raison capitale et prépondérante pour ce revirement. On sait très bien que l'extrême droite n'est pas toute chaude pour une mondialisation capitalistique, mais elle en bénéficie amplement aujourd'hui, étant donné que les dégâts de cette mondialisation sur le plan des territoires, sur le plan du travail, va toujours rapporter de l'eau au moulin de cette extrême droite et attiser le feu dans tous les chauffe-eau de cette extrême droite qui est en train de romper doucement. Aujourd'hui, il faut certainement oublier le libéralisme à la Tocqueville et cette démocratie à la Tocqueville. Il faut voir aujourd'hui que la démocratie qui est en train de souffrir en Europe est dans un état lamentable, puisque on se sert de cette démocratie aussi pour l'asphyxier, pour la suffoquer et pour venir à bout de tous les acquis de cette démocratie. Rien à dire que non pas seulement pour l'extrême droite, non pas seulement pour les droits des travailleurs, mais aussi pour les acquisitions sociales de cette classe moyenne qui est en train aussi de voter à droite et à l'extrême droite. L'expansion du capitalisme, donc, dans un monde sans frontières, ou presque, est certainement créative de certaines inégalités, des injustices, et cela est dans un monde aussi marqué par la croissance des nouvelles technologies, dans un monde aussi marqué par le renforcement des frontières, là où il n'y a pas de frontières sur le plan économique, sur le plan des nationalismes, tant dénoncés par quelqu'un qu'on connaît tous, Nikos Poulantzas aujourd'hui, elle est d'actualité puisque les nationalismes reviennent en force, les frontières se referment tout doucement. C'est une Europe aujourd'hui qui est recroquevillée et qui se retrouve dans un stratagème géopolitique. Dieu sait qu'il y a Trump, il y a 3 jours ou 4 jours, qui parle d'une Europe faible, fébrile, fragile, marginalisée et qui ne peut rien faire contre un certain Poutine, dictateur, tout ce que vous voulez. Donc, ils sont en train de développer un discours où l'Europe se retrouve fragilisée et l'extrême droite ne fait que fragiliser cette Europe davantage. Je pense que les résultats, c'est une discrimination catégorique contre les étrangers et la mise en place d'un climat social et sociétal malsain. Je pense aussi au rejet de l'immigration en tant que concept. Madame Maris est mieux placée que moi parce qu'elle fait déjà dans son laboratoire la question de l'immigration comme étant un point positif pour une Europe en développement. Et aujourd'hui, on est en train de développer un autre discours qui est la criminalisation de l'immigration. C'est une immigration qui devient meurtrière, c'est une immigration qui devient négative, c'est une immigration qui devient le bouc émissaire de tous les problèmes d'Europe. Et puis, la mise en place d'un système et d'une conception sécuritaire de la société, avoir la Hongrie, avoir la capitale de la Hongrie, Budapest. Vous allez voir que c'est un pays qui est en train de vivre le calvaire avec des restrictions budgétaires, avec des heures en plus, avec des quartiers qui sont en train de souffrir, même au niveau de leur propreté, même au niveau de leur entretien. Ils sont en train de souffrir
Donc, ce n'est pas uniquement les migrants, mais aussi les citoyens européens qui sont en train de payer les pots cassés de ce vote à droite massif ou de l'extrême droite massif. Il y a aussi le danger pour ce qui reste du système démocratique européen, ce qui reste, parce qu'on sait très bien comment va aujourd'hui le système démocratique, même en Europe. Et il y a le nationalisme chauviniste qui est en train de transcender. J'ai parlé tout à l'heure de Nikos Poulantzas qui est devenu d'actualité. Il y a les restrictions et les menaces contre les coupes budgétaires, surtout au niveau social. En Italie aujourd'hui, les centres sociaux des quartiers, c'est-à-dire les centres sociaux de proximité, sont menacés gravement par ce marasme politique. Et je dirais aussi que ces coupes budgétaires font souffrir aussi les universités, les clubs culturels, la création artistique. Tout un monde souffre à cause de toute une politique suivie par l'extrême droite. Au Maroc, pour que je focalise sur mon pays, au Maroc, bien évidemment, vous le savez, il y avait des articles d'observateurs, de critiques, d'analystes qui ont dit qu'à chaque fois, surtout notamment, vous le savez, le Maroc n'est pas trop lié à la Finlande, ni à la Hongrie, ni peut-être à la Croatie, mais il est lié à ces pays latins qui sont voisins et qui sont des voisins historiques, géographiques et historiques. Je parle de l'Espagne, je parle de la France, je parle de l'Italie, mais aussi en ce qui concerne la Belgique, Ivo, parce que c'est un pays où réside aussi une grande partie des MRE marocains, c'est-à-dire des Marocains résidant à l'étranger. Il y a une bonne partie qui est en Belgique. Et là, vous voyez que je pense particulièrement à ces pays. Normalement, évidemment, ça attise les craintes. Ça attise les craintes de qui? Ça attise les doutes de qui? Ça attise les craintes de la classe ouvrière. Et vous le savez que les MRE sont normalement pour nous, ils sont une source, une grande source de devises, c'est-à-dire de monnaie. Et donc, c'est une grande source économique. Et à chaque fois, il y a cette restriction sur les étrangers, sur les résidents en Europe, les étrangers résidents en Europe. Il y a aussi ces craintes. Mais par rapport à la France particulièrement, Maryse, je parle sous ton autorité, je pense que les observateurs et les analystes disent toujours qu'avec l'extrême droite, le Maroc ne souffre pas trop, surtout sur le plan politique. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'ils disent que c'est la question du Sahara qui est épargnée et ménagée, que la question de beaucoup de questions sur le plan politique macro sont ménagées par l'extrême droite. Et il y a notamment cette question de Sahara. Mais je pense aussi que aux étudiants qui vont souffrir largement, je pense à cette catégorie et cette classe ouvrière qui va en souffrir grandement. Et dans les milieux binationaux, des migrants, des étudiants qui forment le premier contingent d'étrangers aux universités françaises, je ne pense pas que ce soit les mêmes craintes, les mêmes doutes chez l'État. Donc, il faut distinguer quand retomber entre ce qui a trait aux gens directement concernés et à l'État qui a des intérêts politiques peut-être autres que c'est un paradoxe aussi, c'est un paradoxe politique, donc c'est différemment évalué et c'est différemment vu. Parmi les sphères qui prennent souvent la défense de l'État marocain, c'est bien l'extrême droite aussi. Donc, il faut le dire, en dépit des évaluations différentielles de la question migratoire et au niveau de comment on voit aussi cette religion qui fait peur à beaucoup de gens en Europe, à savoir l'islam. Donc, il ne faut pas oublier que l'extrême droite
On le dit souvent, Wilder en Hollande, en Néderlande, il le dit franchement, il dit que c'est une nouvelle, c'est une grande religion qui est en train de romper, qui est en train de concurrencer la religion chrétienne. Et donc, dites-vous que c'est aussi un débat qui se fait en Europe, mais aussi qui se voit de la partie marocaine. On sait très bien aussi que, qu'aussi bien avec le Rassemblement national ou le Front National, l'ancien Front National de Le Père, et du Rassemblement National avec Marine ou avec le jeune là, Bardelli, Bardella, Camara. Bardella, et donc avec le jeune, il y a toujours ces mêmes questions qui reviennent. Et je pense que le Maroc n'avait pas beaucoup de problèmes, notamment au niveau de la reconnaissance, comme je vous ai dit, de la marocanité du Sahara, mais il y a d'ailleurs aussi récemment, pour voir ça et pour cristalliser cette entente aussi, que le chef et le président du groupe d'amitié France-Maroc à l'Assemblée générale en France, c'est qui? C'est Bardella. Bon, c'est Bardella, c'est-à-dire c'est le Rassemblement national. Regardez que ça, c'est pas facile à voir. Ça, c'est pas facile à voir depuis là où on est, depuis le Maroc. Donc, on voit les choses aussi de manière plurielle, parce que il y a les démocrates et les progressistes qui voient la chose en donnant l'importance capitale à cette classe ouvrière, à ces étudiants, à ces gens qui travaillent et qui sont source de revenus, parce que c'est un grand apport économique au Maroc, qui est la devise qui vient d'Europe. Il y a quelqu'un qui en a parlé hier dans un article, c'est Rachid Rafiq, qui en a parlé hier sur un article et qui a parlé de 15 milliards d'euros. C'est pas rien pour l'économie marocaine. Et on parle aussi de toute une économie qui est basée par rapport à ces MRE. Tout ce qui est détesté par les partis de l'extrême droite en Europe revient à être focalisé au Maghreb, que ce soit l'islam, que ce soit les migrants, que ce soit la mondialisation. Ça, c'est les trois éléments qui sont objets de polémique par rapport à l'extrême droite, que ce soit Wilder, que ce soit le parti de l'Autriche. L'Autriche aussi détient un parti qui est en train de rompre dans l'échiquier politique autrichien. Et ils sont toujours en train de parler d'islam. Et donc, voilà que islam, migration, mondialisation, c'est presque le Maghreb, et donc particulièrement ici, le pays le plus proche de ce Maroc, c'est de l'Europe, c'est le Maroc. La majeure partie des migrants sont musulmans. La mondialisation ajoute du bois de feu de l'islam politique radical. Et pour la France, l'Espagne et l'Italie, ces trois dangers sont incarnés par les pays voisins, notamment le Maroc. Donc le Maroc va en souffrir certainement sur le plan socio-économique. On sait très bien que son statut de partenaire associé à l'Union européenne va en pâtir, va en souffrir, étant donné que l'extrême droite, déjà, il faut dire une seule donnée pour expliquer ce point. Dans plus de 18 pays européens, il y a au moins un parti d'extrême droite qui réclame un référendum pour qu'il y ait sortie de l'Union européenne, sur plus de 18 pays européens. Il y a au moins un parti politique d'extrême droite, petit, moins petit, grand, qui réclame un référendum pour qu'il sorte, pour son pays sorte d'Europe. Et n'oubliez pas, le Brexit, il est toujours là avec ses leçons monumentales sur le plan de
l'atmosphère psychologique des Européens aujourd'hui sur le plan du vote. Comment ils votent? Pourquoi ils votent ceci? Et parce qu'on ne s'est pas demandé autre mesure en Europe. Pourquoi les Anglais ont été à 51% ou 52% à dire non à l'Europe? Il Camarade, fallait faire des études parce que je pense camarade, qu'on aura beaucoup de surprises dans beaucoup de pays européens si on fait ces référendums. Et vous allez voir que l'Europe dont rêvait Mitterrand, dont rêvaient plusieurs autres camarade, euh, ça, politiciens pour 30 européens, secondes pour je conclure. pense qu'on va la voir se volatiliser parce qu'il n'y aura plus de cette Europe unie, parce que ce sera les frontières. Et Dieu sait que l'extrême droite européenne, elle fait l'apogée, elle fait plutôt l'apologie et l'éloge aux frontières. Et on sait très bien que le titre, c'est de Régis Debray, Éloge aux frontières. Éloge aux frontières, là, on sait très bien que les gens veulent se recroqueviller et veulent revenir en arrière. Et du coup, le Maroc va en pâtir sur ses coupes budgétaires et sur son statut de stade avancé. Aujourd'hui, pour finir cette avis, une petite minute, le Maroc jouit donc aujourd'hui près d'une vingtaine d'États, on l'a dit. Il faut s'attendre parce que aussi les aides financières et économiques s'amenuisent, se réduisent. On sait très bien qu'il y a beaucoup de programmes au Maroc qui sont financés entièrement, partiellement, à moitié par des aides qui viennent de l'Union européenne. Mais la droite populiste est, on sait très bien, adepte d'une certaine politique budgétaire et on va vivre beaucoup de moments qui sont difficiles aussi avec l'avènement de plus en plus de gouvernements d'extrême droite en Europe, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan aussi économique. Sur le plan politique, on sait très bien que on peut tenir le coup de là où on est, de là où on est, parce que il y a beaucoup de. Je crois que ça s'est coupé. Euh, je vais donner la parole rapidement pour équilibrer un peu le minutaire et le temps de parole qu'on a eu avec nos interlocuteurs et nos camarades. J'espère que j'étais clair, j'espère que j'étais audible. Merci à vous et merci Merci. à mes chers camarades qui étaient aussi intervenants lors de cette conférence. Merci, camarade Mustapha. Je disais juste pour équilibrer un peu le temps de parole, je vais donner juste rapidement euh, la parole à notre camarade Maryse. Mais camarade Maryse, juste, j'aimerais bien que vous parliez de la question, notamment donner l'exemple là sur le qu'on a évoqué hier ensemble là sur de la grève là qu'il y a eu chez Citroën et on avait fait référence là sur le bouquin sur l'établi. Cette expérience-là, je pense que c'est intéressant de la partager avec nos téléspectateurs si ça vous convient bien. Je ne sais pas si vous m'entendez, camarade. Chatraoui, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend très bien. Je sais pas si Moi, vous. je voulais simplement rajouter une chose, c'est que avec l'extrême droite aussi, il y aura l'imposition d'un rôle que le Maroc devrait faire avec, qui est celui de gendarme par rapport à cette question migratoire. Et il faut y penser très fort parce qu'on sait très bien que le Maroc est un pays à la fois expéditeur d'une jeunesse, des étudiants, des migrants qui n'ont aucun profil parfois, mais aussi des migrants avec des diplômes, et aussi expéditeur d'une migration subsaharienne. Il est le lieu où le transit d'une immigration plutôt irrégulière qui passe, notamment qui vient des pays subsahariens. Et donc le Maroc est dans une situation difficile et pénible. Aujourd'hui, il le fait en contrepartie. Je ne sais pas, demain, il y aura des négociations peut-être avec le pays d'Europe sur ça, notamment s'il y a la montée de gouvernement d'extrême droite. Il y aura des négociations sur ça. Dans quelles conditions, comment assurer ce rôle
Ce sera des questions pénibles. Merci, camarade. Camarade Marie, je ne sais pas si vous avez entendu ma question juste en amont. Oui, avant, oui. Juste en amont, je vous donne la parole. Je pense. Merci. Merci. Voilà. Je ne sais Je pas ne si sais vous pas avez entendu si... la question, c'était par Oui, rapport. oui, je la connais, la question, c'est à propos de l'expérience Citroën, etc. Tout à Euh, fait, entre autres. entre autres. Est-ce que vous me voyez? On vous voit très très bien. Mais moi, je ne me vois pas. Il faut que Eh je ben, clique. je vais le faire. Bon, je vous réponds. Si vous me voyez, moi, je ne me vois pas, mais c'est pas grave. Euh, Là, je me vois. Euh, Vous m'avez posé une question relative à Citroën. Moi, d'abord, je voulais vous dire que j'ai fait exprès de parler très court, mais j'ai eu tort parce que je vois que le temps de parole, moi, j'ai cru qu'il fallait faire vite pour pouvoir avoir une discussion après. Bon, vous m'avez posé une question qui, en fait, reflète, euh, vous parlez du livre L'établi de Robert Linhart. Robert, que j'ai bien connu. Paix à son âme. Donc, Robert s'est engagé comme établi dans une usine Citroën, les usines Citroën sur lesquelles j'avais déjà travaillé et qui étaient marquées par à la fois des politiques patronales particulières qui consistaient à diviser les nationalités et à mettre ensemble chaque nationalité dans les grandes entreprises de Citroën, avec des contremaîtres qui étaient en fait plutôt des flics que des contremaîtres. Et les syndicats n'arrivaient pas à parler aux travailleurs. Des fois, ils passaient par-dessus les toits. Bon. Et dans l'exemple de l'établi, on voit la même chose, une hiérarchie professionnelle qui se confond avec une hiérarchie ethnique. C'est-à-dire tout en haut, les propriétaires blancs, riches, etc. Puis les directions où il y avait beaucoup d'anciens coloniaux. Le patronat de la métallurgie a beaucoup utilisé les anciens coloniaux comme directeurs du personnel. Et puis, si vous voulez, une hiérarchie ethnique sur les plus qualifiés, les moins qualifiés, etc. Lui, là-bas, était là-bas pour faire une grève. Mais ce qu'il a surtout montré, c'est qu'à un moment, euh, le patronat s'est appuyé sur la police. Et c'était déjà le cas. Et aussi, il y a eu un rôle, en tout cas pour les travailleurs marocains, quand j'avais travaillé sur Citroën, Levallois, etc., un rôle de, je crois que c'est l'ATMF, si je ne me trompe pas, qui était un peu mandaté par le gouvernement marocain pour encadrer la migration ouvrière en France. C'est-à-dire qu'il y avait un rôle particulier et les gens avaient peur d'être repérés par un certain nombre de gens qu'on pourrait appeler des flics ou des, je sais pas quoi, inspirés par le gouvernement marocain à l'époque. Moi, je vous parle, puisque je suis très vieille, maintenant, on vous parle là des années 70, 72, 73, 75. Alors, maintenant, je ne sais pas quelle est la situation, mais en tout cas, il y a eu un rôle répressif du gouvernement marocain sur les luttes sociales dans les usines de la métallurgie. Est-ce que je réponds à votre question? Tout à fait. Oui, tout à fait. Euh, Donc, ce n'est pas seulement la police française, hein. oui, tout à fait. Et ce qui était aussi intéressant, c'était aussi le fait de voir ben, les services secrets arriver à l'usine et Oui, justement diviser les travailleurs pour casser cette grève-là. Et de dire, moi, je les ai vus, hein. Je les ai vus et c'était très difficile de trouver un délégué du personnel qui soit marocain. Enfin, c'était des usines un peu prison, doublées par les foyers en plus. Hmm, C'est-à-dire que les flics marocains s'intéressaient aussi aux foyers dans lesquels vivaient les travailleurs. Les travailleurs marocains étaient rarement dans les grands foyers, mais ils étaient souvent dans des espèces de cafés-hôtels où il y avait aussi beaucoup d'Algériens et où ils étaient exploités euh, la nuit, ils dormaient à 3, ils faisaient les 3-8 dans les chambres, etc. Voilà ce que j'avais étudié. très bien. Mais pour répondre, j'ai écouté vos autres intervenants
qui ont été beaucoup plus concrets sur la situation actuelle et sur comment dire, l'espèce de mouvement vers l'extrême droite dans toute l'Europe. Et je suis entièrement d'accord avec ce qu'ils ont dit, ça m'a appris beaucoup de choses. En France, c'est pareil, mais ce que je pense, c'est que le, le nationalisme français est faux. C'est-à-dire quand ils disent on défend les Français, en fait, ils ne défendent pas tous les Français parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont issus de l'immigration. Mais comme ils sont racistes aussi, moi, je me suis rendu compte à travers des travaux qu'ont fait, par exemple, Stéphane Beau et d'autres, que des enfants de la troisième génération se sentent stigmatisés alors qu'ils sont français depuis 2 générations. Donc, ce n'est pas une histoire de Français seulement, c'est une histoire de musulmans, c'est une histoire d'anciens immigrés des colonies. C'est pour ça que j'insiste sur l'importance des études décoloniales, sur la question de l'islam et sur la façon de criminaliser tout ça et de stigmatiser. Quand on dit on est chez nous, il ne parle en fait que des Français de souche, blancs. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je donne la parole à la salle. Je ne sais pas si vous souhaitez poser des questions par rapport aux différentes interventions qu'on a eues de nos chers camarades. La parole est ouverte. Si vous souhaiteriez poser une question ou faire un complément par rapport à ce qui s'était dit durant cette conférence. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Eh bien, la parole est ouverte. S'il y a une question. Moi, je voudrais revenir et rebondir sur l'intervention de Ivo, s'il est là, s'il est toujours là. Il est toujours là. Oui. Ah, donc, Ivo, je Oui, voudrais... je suis là. Oui, Ivo. Donc, en Belgique, vous avez un nouveau gouvernement. C'est un gouvernement d'extrême droite et votre parti, je ne sais pas, vous le savez, quand vous avez un gouvernement qui est basé sur les urnes, c'est difficile de le secouer simplement par des manifs, par des rassemblements, et aussi par une certaine coalition politique, par un travail politique de fond. C'est-à-dire il faut que les luttes dans la rue soient accompagnées d'une certaine manœuvre politique, de telle manière aussi à se préparer aux prochaines élections. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une politique dans ce sens? Merci pour la question. Premièrement, avec le PTB, on ne qualifie pas le gouvernement fédéral belge comme un gouvernement de l'extrême droite. Hein. C'est important. Je veux dire, si l'extrême droite sera au pouvoir, on va encore voir autre chose de ce qu'on voit maintenant. Hein. En fait, le gouvernement actuel, c'est un gouvernement avec donc le Premier ministre est le chef du NVA, qui est un parti conservateur, libéral, nationaliste. C'est encore autre chose que le Vlaams Belang. Allez, voilà, on doit juste pas, on doit être correct dans ce qu'on dit, je pense. Donc nous, on dit que c'est un gouvernement de casse sociale, un gouvernement de droite et de casse sociale. En ce qui concerne, donc, soyons clairs, en fait, il prépare, c'est pour ça que je parlais de cette notion de fascisation que moi je trouve intéressant pour analyser ce qui se passe en Belgique, en Flandre, mais je pense aussi en France, pour les éléments que j'ai pour analyser la situation là-bas. Je pense que ce concept de fascisation dans un pays est très intéressant. Et donc, avec ce gouvernement fédéral qu'on a en Belgique, on voit un processus de droitisation, de fascisation qui n'est pas encore
c'est pas du tout fasciste, mais qui en fait prépare le lit pour encore des mesures plus autoritaires et qui prépare le lit pour effectivement en Flandre, ce n'est pas du tout exclu que dans quelques années, le N-VA va collaborer avec le Vlaams Belang. Et alors, on sera encore beaucoup plus loin de ce qu'on est maintenant. Et déjà maintenant, ça va assez loin dans tout ce qui est mesures antisociales et anti-immigration, anti-réfugiés, et avec effectivement une atmosphère oui, raciste. Donc, ils se disent pas racistes, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Maryse. S'ils disent eux, ils disent pas chez nous, parce que chez nous, c'est un petit parti fasciste en Flandre aussi, pas en Flandre, en Wallonie, mais qui n'a pas abouti. Mais donc, effectivement, il y a un genre de donc, le slogan, par exemple, de ce parti fasciste en Flandre, c'est c'était quoi encore? Avant, c'était eigen volkeers, donc ça veut dire nos propres peuples avant. Voilà. Donc, pour eux, leur propre peuple, c'est pas le Marocain de la deuxième, troisième génération qui est devenu belge depuis longtemps, qui est même né en Belgique. C'est pas eux, hein, donc je suis vraiment tout à fait d'accord avec Maryse. Mais en ce qui concerne ta question, donc il y a une grande lutte sociale et on le prend très au sérieux avec le PTB parce que notre conception de lutte contre les fascistes, c'est qu'on doit prendre au sérieux les préoccupations des gens. Et c'est dans la lutte ensemble, avec ce monde du travail très divers, qu'on va lutter contre le racisme et qu'on va lutter contre l'extrême droite. Et on doit expliquer aux gens, l'extrême droite, c'est en fait un plan B des riches et de la bourgeoisie au moment qu'ils n'arrivent plus à vendre leur sauce avec les partis traditionnels. Et c'est ça qu'on doit dire. Et donc, maintenant, vraiment pour répondre à ta question, oui, avec la lutte sociale va de pair la construction d'un parti radical, un parti authentique de gauche qui soutienne ces luttes, qui essaye de unir la classe ouvrière et qui essaye de devenir plus grand. Donc le PTB, depuis quelques années, on a des belles victoires aux élections. Donc maintenant, on a 15 élus au niveau fédéral. Donc il faut savoir qu'il y a 150 élus au niveau fédéral. Nous, on en a maintenant 15. On est un des plus grands partis, si on le voit au niveau belge. Et donc, évidemment, il faut ce que vous dites, il le faut. Donc, une lutte sociale ne suffit pas pour s'attaquer à l'extrême droite. Il faut aussi un parti comme le PTB qui prend cette lutte en main et qui essaye de mettre tous les différents aspects de cette lutte ensemble. Donc, oui, il faut que cette lutte sociale est soutenue par un projet clairement de gauche, comme le PTB en Belgique. Merci beaucoup. Je crois nous avons une question. C'est Maryse, est-ce que je peux poser une question à Ibo? Allez-y, mais je crois dans la salle, il y a une question de la camarade Fatima. Une minute. Allez-y. Comme nous, on pense que les idées du Front National sont aussi portées aujourd'hui par des gens comme Retailleau, Darmanin, etc. Ils sont très, très proches. Ils sont en train de mener bataille contre l'Algérie, etc. Mais comment vous expliquez, et nous les sociologues, on est embêtés par ça, comment vous expliquez que ces idées d'extrême droite infusent dans la société? Comment ils sont arrivés à infuser dans la société? Est-ce que c'est parce qu'il y a cette diversité dans la classe ouvrière, le sentiment de déclassement, ou bien parce que comment dire, c'est la seule chose qui leur reste aux Français qui sont appauvris? Comment se fait-il que cette idéologie fascisante et raciste ait quand même réussi à imprégner des couches sociales importantes? Nous, c'est notre problème.
C'est pas seulement le problème des urnes, mais c'est le problème Alors, on se dit pourquoi la gauche n'arrive pas à répondre à tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'antiracisme? Qu'est-ce qui s'est passé dans les luttes sociales? Voilà, moi, je pose une question. Si vous avez à me répondre, moi, comme sociologue, je suis intéressée sur le travail de diffusion de ces idées hors de groupes restreints. Vous posez une question, une très bonne question. Oui, voilà. En très vite, ce que je pense. Hein. Pour moi, il y a une grande responsabilité de la social-démocratie dans ce qui se passe dans nos pays. Donc, depuis des décennies, donc avant, en fait, on avait ouais, même ça, c'est à discuter, mais la social-démocratie a laissé tomber le combat pour les intérêts du monde du travail. Et donc, il y a des problèmes comme le logement, la pauvreté augmente, la flexibilité. Et donc, depuis des décennies en Belgique, c'est des gouvernements avec des partis sociaux-démocrates qui acceptent tout ce langage néolibéral. Et donc, les gens sont dans la merde. Ils devraient être soutenus par des partis travaillistes. Et en fait, ils se sentent complètement laissés à l'abandon. Et dans ce processus où ils se sentent délaissés, où il y a une désindustrialisation, donc il y a moins de grandes usines en Belgique, avec un parti fort de l'extrême droite qui, effectivement, au niveau des idées, gagne du terrain. Troisième élément que je vois, c'est que on voit en Belgique quand même que de plus en plus d'éléments de la bourgeoisie commencent vraiment à trouver ça assez, allez, à trouver ça acceptable de travailler avec les fascistes. Le Vlaams Belang, c'est un parti fasciste, hein, et donc dans l'organisation patronale, ça se discute. Hein, ouais, est-ce qu'il faudrait pas une fois le faire avec le Vlaams Belang, parce que le système est en crise. Et donc, avec un système en crise, s'il n'y a pas vraiment un parti qui organise la classe ouvrière, on les pousse dans les mains des fascistes. Et c'est ça qu'on voit partout. Et c'est ça qu'on essaye de faire autrement avec le PTB, avec un certain succès à Anvers. Merci. Merci à vous. Merci. Je crois qu'il y a une question dans la salle. Je vais donner la parole à notre camarade Fatima. Si tu peux ouvrir ton micro, camarade. Camarade, tu nous entends? Tu peux ouvrir ton micro, on ne t'entend pas. D'accord, vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? On t'entend, mais on ne te voit pas. Là, on te voit. Très bien. Voilà. Voilà, vous me voyez. D'accord. Bon, avant tout, je vous demande pardon pour mon français. Je vais essayer d'être un peu, parce que je suis de l'Italie. Donc, je parle toujours italien, alors c'est pour ça que je vais essayer de faire mon mieux pour le français. Bon, comme je vous ai dit, je fais partie de l'Italie. Comme vous savez que l'Italie, c'est Giorgia Meloni, et c'est la droite. Elle était une fasciste. Elle était même dans la lutte des étudiants, représentante de la lutte des étudiants universitaires en Italie, des fascistes. Et maintenant, de 4% de pourcentage, elle est arrivée à 30% aux dernières élections. Et maintenant, elle gouverne l'Italie. Ça, c'est une promesse pour vous dire qui est Meloni. Pour passer à l'argument d'aujourd'hui, organisé par Centre d'Aït-Gide, elle a été assassinée, comme elle a présenté notre camarade Mustafa, par des intégralistes.
je voulais vous dire que les intégralistes, c'est la même face de médaille des fascistes. C'est-à-dire, elles ont le même mode et ça, pour moi, c'est une chose que je l'ai vécue ici et je vous demande, même à vous, d'après votre expérience, est-ce que la gauche, elle n'a pas aidé sous le thème, sous l'argument, sous comment on dit, l'excuse, sous la scusa, sous l'excuse d'idées les divers. Ce qui est divers, ça je parle de mon expérience. Hein. Je vis dans une petite ville où la gauche, où je fais partie du Parti socialiste démocrate, et j'ai remarqué que depuis toujours, les militants de cette gauche, ils ont fait beaucoup pour aider la diversité culturelle et pour défendre la diversité culturelle. Pardonnez mon français, mais j'essaie de dire la phrase. Hein. Aider la diversité culturelle, ils ont tout fait pour donner une grande marche à islamistes ici. Par contre, les personnes laïques comme moi, elles étaient vues comme des personnes un peu en dehors du système d'immigration, si on peut dire. Je ne suis pas l'idéal la représentante des immigrés parce que tous les immigrés, ils sont pratiquants et tous les immigrés, ils croient comme ça. Ça, c'est la gauche européenne. Je parle de la gauche italienne et comment elle a perdu. Comment elle a perdu même et comment elle a réussi à donner ses votes à Meloni qui était à 4% pour venir à 30%, qu'ils ont dit que, bon, sur l'argument d'immigration, des islamistes et tout ça, et la gauche, elle a fait le contraire. Elle a aidé les gens non laïcs, mais les gens islamistes de la mosquée et de tout ça. Et ces gens-là, pour vous dire, ils ont voté, et ça je vous demande si vous avez la même expérience, ils ont voté pour la droite. C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Ça, c'est deux demandes, même pour monsieur Ivo, pour madame Is. Est-ce que vous n'avez pas vu que les immigrés, ils font partie, pas les jeunes locaux, patriotes, nationalistes qui sont ici, qui votent pour la droite. Même les immigrés, hein, ils ont voté pour Meloni. C'est une expérience que je l'ai vécue et que j'ai remarquée. Et à ce moment, quand j'ai fait cette demande dans mon parti politique, le parti politique dont je fais partie, c'est le Parti démocratique, c'est le deuxième parti en Italie, comme vous savez. J'ai fait cette demande dans une réunion. Pourquoi? Ils ont remarqué ça. Ils ont fait les quartiers où il y a les immigrés, on a fait des sondages, on a vu qu'ils ils ont voté la droite. Alors, à ce moment, je pose la question. Est-ce que vous n'avez pas fait des erreurs en donnant plus d'espace parce que vous croyez que les valeurs sont de donner même à la minorité, c'est de valoriser la minorité comme ses valeurs parce que la droite, elle était contre les mosquées, les mosquées, non, ça s'appelle comment ça s'appelle les mosquées en français? Les mosquées. Les mosquées. Les mosquées. Et voilà. Ah, les mosquées, je crois que l'idée, elle est arrivée. Hein. J'espère que mon idée, elle est arrivée. La deuxième question, pour le dire, Ivo, bon, même si les fascistes et Meloni, elle est arrivée au gouvernement, elle ne parle plus de fascisme. Il n'y a plus de fascisme. C'est une autre hypocrisie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou non. Le leadership des étudiants, elle a toujours été
un fasciste première classe arrivé au gouvernement, Premier ministre, et ne parle plus du fascisme. Pour elle, les droits, les valeurs, elles sont pareilles. Est-ce que vous ne voyez pas que même cette hypocrisie de la part de la droite, qui ne défend plus rien, ne défend aucune valeur, ni les valeurs occidentales, ni les valeurs de la démocratie, même pas leurs valeurs du fascisme et de droite qui lui donne ce pouvoir. Et pour dire aussi une chose, M. Ivo, il a parlé des regroupements en Belgique, qu'elle est devenu un problème de regroupement pour les réfugiés, regroupement familial pour les réfugiés internationaux. Pour nous, on est dans les sociétés, dans la société civile, dans les organisations civiles, tout ça, on défend ces droits parce que c'est un droit international, c'est une convention internationale qui le donne. Ce n'est pas le pays ou la loi du pays. On ne peut pas le toucher. Est-ce que vous ne voyez pas que cette chose-là, vous pouvez même arriver au Parlement européen parce que la Belgique, un pays seul, c'est ce qu'on fait nous aussi, et n'ont pas touché le regroupement familial. Ils n'ont pas osé. Ils peuvent modifier quelques articles, mais pas toucher le fond. J'espère. Et vous excusez mon français. Bon, c'est tout. Merci. Merci, camarade. Je pense que, camarade Evo, peut-être qu'il y a des questions qui sont le plus... Moi, je peux répondre aussi sur le regroupement familial. Euh, comme vous voulez, enfin, Je sais pas, voilà. premier, puis je donne la parole à... Une minute. Il y a eu une tentative d'interdire le regroupement familial dans les années 70 par le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing. Or, c'est un droit constitutionnel de vivre en famille, et vous avez raison de dire que c'est un droit reconnu au-delà des pays. Mais on peut se débrouiller en rendant les conditions tellement compliquées, s'il faut montrer qu'on a travaillé pendant 5 ans, qu'on a un appartement de telle taille, etc., pour le rendre impossible dans les faits, même si on ne le touche pas dans le droit. Et je crois que c'est ce que Ivo voulait expliquer, c'est comment on rend le regroupement familial extrêmement difficile. Mais nous, tout ce que nous avons trouvé en sociologie et en histoire, c'est que l'immigration de travail devient toujours finalement une immigration de peuplement, même si les gens n'en veulent pas. Les seuls pays où on n'a pas pu faire d'immigration de peuplement avec l'immigration de travail, c'est les pays du Golfe, qui prennent les passeports, etc., et où les personnes ne peuvent pas se regrouper. Mais dans les pays d'Europe, on ne peut pas l'annuler, mais on peut le rendre de plus en plus compliqué. Deuxième chose, vous avez dit il y a des gens de l'islam ou des musulmans ou des mosquées qui ont voté extrême droite. Il y a même en France des convergences sur certains points, notamment par exemple sur l'école laïque. Il y a dans une partie de la mouvance des immigrés musulmans l'idée que l'école française, c'est pas bien, ça n'apprend pas les bonnes choses, etc., et qui ont essayé de faire l'école à la maison pour ne pas avoir à ce que leurs enfants aillent dans l'école laïque. Mais les écoles musulmanes, il y en a quelques-unes, elles sont très contrôlées, beaucoup moins que les écoles catholiques et les écoles juives, parce que les musulmans n'ont pas encore assez d'argent pour monter des écoles comme ça. Mais un des problèmes que je vois arriver, c'est la destruction de l'école publique par le gouvernement qui ne veut pas payer les enseignants et tout, et une fuite vers des écoles privées, dont des écoles privées religieuses. Pardon. Et vous parlez très bien français. Merci, camarade. Camarade Ivo, je vous donne la parole. Oui, merci. Je commencerai avec effectivement cette question sur le regroupement familial. Ce que Maris a expliqué, c'est effectivement ça, ce qui se passe en Belgique. Donc, je ne dois pas vraiment... en fait, ils ne vont pas dire que le droit n'existe plus parce que ce droit est prévu dans la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, ils le savent. Ils ne disent pas on annule ce droit. Ils font effectivement ce que Maryse explique. Donc, ils mettent tellement de conditions à ce droit
que dans les faits, ça devient très difficile. Donc, pour donner le détail, une condition qu'ils vont ajouter, c'est que, par exemple, un monsieur, n'importe, un réfugié reconnu qui veut faire venir son partenaire et ses enfants, ils doivent déjà ne pas avoir plus que 18 ans, hein. Il doit prouver plein de choses, mais en plus, il va devoir avoir un salaire qui est au-dessus d'un certain montant, et par enfant, il y a encore plus 10%. Et donc, dans les faits, un réfugié qui vient d'être reconnu en Belgique, il ne gagne pas plus qu'un autre ouvrier en Belgique. Et pour faire venir sa femme, il doit avoir 10% en plus que la moyenne d'un autre ouvrier en Belgique. Et donc, dans les faits, ça va vraiment devenir très difficile. Ça, c'est pour... Je ne défends pas le truc, hein, pas du tout, hein, mais c'est juste pour répondre à madame. En ce qui concerne ces autres questions, donc, en Belgique, les migrants votent un peu pour tous les partis, pas beaucoup pour les partis, pas pour ce parti d'extrême droite, ou très peu. Ce qui est pour moi important, c'est que il faut voir la population issue de migration en Belgique comme tous les autres. Et donc, c'est évident, il faut les voir comme tous les autres dans le sens, ils peuvent voter pour n'importe quel parti. Et donc, il y a évidemment une lutte politique et une éducation à faire aussi chez les migrants en Belgique. Moi, je connais un migrant qui a voté pour l'extrême droite. Donc, il faut absolument que les jeunes migrants en Belgique, souvent d'ailleurs c'est des Belges issus de migration, il faut aussi, comme pour tous les autres personnes qui sont en Belgique, il faut une éducation politique, il faut qu'on les gagne contre l'extrême droite, il faut savoir comment eux ils pensent sur la politique pour leur expliquer que l'extrême droite va à l'encontre de leurs intérêts complètement. Donc c'est un travail, les gens qui m'écoutent, je ne sais pas où vous habitez, mais pour moi c'est évident que si on est issu d'une migration marocaine et on vit en Belgique, il faut faire de la politique en Belgique et expliquer aux jeunes, ne votez pas pour ce parti d'extrême droite. J'espère qu'en Italie, on fait des campagnes chez les migrants et des campagnes partout pour expliquer qu'il ne faut pas voter pour Meloni. Troisième question de madame. Est-ce que la gauche a été, c'est comme ça que j'ai compris la question, hein, est-ce qu'on a été trop complaisant avec l'islam? Moi, je pense que non. Il faut savoir qu'en Belgique, moi, je ne suis pas du tout pour les islamistes, hein, mais le plus grand problème en Belgique, c'est le racisme. Et c'est l'anti-islam, c'est le anti-islam. Il y a énormément de racisme anti-islam. Et donc, nous, on fait une politique d'unité de la classe ouvrière, on se bat contre le racisme, on se bat contre la politique anti-islam, et c'est pas pour ça qu'on défend l'islam en soi. Je veux dire, pour nous, l'islam, c'est comme le catholicisme, c'est comme être athée, mais je veux dire, pour nous, c'est une question privée, et on est contre le racisme, donc on a le droit d'être musulman en Belgique, et c'est pas du tout parce qu'on défend ce droit d'être musulman qu'on défend les islamistes. Donc là, je pense pas que je suis la logique qu'on a. C'est comme ça que j'ai compris la question, hein, que la gauche aurait été trop complaisant avec l'islam. Non, je pense pas. Les extrémistes, les islamistes, hein, ils veulent qu'il y ait un conflit entre les gens. Et nous, on veut pas de conflit parce qu'on veut unir la classe ouvrière pour faire notre combat social contre le capitalisme. Et c'est là-dedans qu'on s'unit avec des musulmans, des chrétiens, des athées. Nous, on s'en fout complètement avec le PTB. On respecte toutes les religions, on respecte les athées et on est un parti marxiste. Et pour nous, le combat contre le racisme est important en Belgique. Oui. Chatraoui? Oui, mais il y avait avant une question du camarade Saïd.
Oui. Saïd, à toi la parole. Et ouvre ton micro. Oui, merci, camarade Straoui. Merci pour les camarades des intervenants. En fait, je vais commencer par la phrase que camarade Ivo vient de terminer. C'est qu'il faut unir la classe ouvrière pour répondre à tous ces problèmes dont vous êtes tous fait aujourd'hui un procès. Mais ma question est simple. Aujourd'hui, il y a un monde qui move, il y a un monde qui change. Il y a des alliances, des nouvelles alliances qui se construisent au niveau international et on n'est pas exclu de tous ces mouvements qui sont en train de se tourner à gauche et à droite. Pour la gauche en général, pour la gauche en Europe, aujourd'hui, je pense qu'il est très, très important de regarder ce qui se passe dans le monde entier. Parce que pour moi, ce qui se passe dans le monde entier, ou ce qu'on vit, nous, dans nos pays, c'est le réflexe direct d'une politique internationale qui se base aujourd'hui sur la force, et rien que pour la force. C'est pourquoi j'ai commencé par la phrase de M. Ivo qui va dans ce sens. Ça veut dire que ce qui compte, c'est le rapport de force aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un Trump qui dit « je m'en fous de l'Europe, je m'en fous du monde, je fais ma politique et c'est moi le roi du monde ». L'Europe, vous avez vu comment elle était humiliée par Trump, dans le chef de M. Macron, ou dans le chef de M. le président de l'Ukraine. La politique européenne qui était la réponse qu'on nous attendait, c'est une réponse de guerre aujourd'hui, c'est une économie de guerre aujourd'hui en Europe. Dans tout ça, la montée au pouvoir de la droite et la difficulté de la gauche au pluriel, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'il est temps qu'il y a une discussion large entre tous les acteurs de gauche en Europe pour essayer de trouver une réponse à ce problème, c'est-à-dire de faire un pôle qui est au moins de gauche, qui peut contrarier ou qui peut au moins résister aujourd'hui à cette offensive très, très agressive du capitalisme en général et de l'impérialisme au haut. En prenant un exemple, peut-être ce qui s'est passé en France et bien sûr de corriger les erreurs et d'essayer de trouver, je pense, c'est la seule solution qui peut aujourd'hui être comme solution pour cette offensive. Sinon, dans l'histoire, on va dire qu'on a raté une occasion à un certain moment pour une résistance, surtout aujourd'hui qu'on trouve énormément d'espace entre les gouvernements et le peuple. On voit ici, par exemple, je prends l'exemple de la Belgique, c'est la première fois qu'on a fait une manifestation, je pense qu'il y était plus de 100 000 personnes dans les rues, et où il y avait des avocats, il y avait de la police, des militaires, des juges. Donc, il a rassemblé toute la classe de la Belgique. Et ça, pour moi, c'était un signal positif, comme il a dit M. Ivo, il reste que la gauche soit forte et soit au rendez-vous pour mener ce combat et pour mener cette résistance. Est-ce que ce n'est pas le temps d'un manifeste de gauche européen qui peut faire, qui peut déclencher un travail de fond sur les problèmes de fond et de laisser les divergences qui sont normales entre les différentes parties de gauche. Et merci.
Merci, camarade Saïd. Avant de donner la parole au camarade Ivo et au camarade Maïs, je demanderai à camarade Mustapha si tu peux reprendre la parole. Désolé pour. Pour moi, je pense qu'il faut poser une question. Pourquoi les gens votent extrême droite? C'est un tempérament aussi. Faut pas se leurrer. Ce ne sont pas toujours des convictions idéologiques. C'est-à-dire quand je vote extrême droite en Europe ou au Maroc, parce que tout à l'heure, il y a Fatima Azaoui qui a bien dit le mot, c'est-à-dire que nous avons notre extrême droite. Et lorsque les gens l'ont voté en 2011, c'était pas par conviction idéologique, c'était par tempérament. Et le tempérament, il obéit à un ordre qui est conjoncturel. La conjoncture actuelle en Europe, c'est la conjoncture d'une Europe qui est en train d'être en déliquescence, c'est-à-dire une dissolution. Et c'est une Europe qui souffre et c'est normal que ça ait des retombées sur l'atmosphère générale et sur le psychique général. Ce que dit Trump, n'oubliez pas, ça impacte le psychique général. Et ça donne le temps et ça ramène aussi du bois au feu de l'extrême droite. C'est normal qu'on chercherait des alternatives à ce qui existe, à ce qui ne peut pas affronter, à ce qui ne peut pas faire face, à ce qui ne peut pas lutter. Donc, on a tendance à toujours chercher une alternative, même si on n'y croit pas idéologiquement, mais on a tendance à dire on doit chercher du nouveau. Et Dieu sait qu'en 2011, chez nous, on a cherché, les gens ont cherché quelque chose de neuf, c'est-à-dire quelque chose qu'ils n'ont pas expérimenté dans le passé. Et je ne sais pas, pour l'Europe, je pense aujourd'hui que les gens cherchent une alternative. Peut-être que la gauche n'est pas prête sur le plan organisationnel, parce que, écoutons une chose, Wilder n'a pas de parti bien structuré et bien organisé. En Néerlande, vous n'allez jamais trouver des sièges et des départements d'un parti politique de Wilder. Non, mais il a des millions de voix. C'est-à-dire que c'est une administration d'un parti politique qui fait des millions de voix. Mais aussi, il faut faire la chose. En Hongrie, le parti politique au pouvoir, il s'accapare des médias. En Hollande, quand Wilder veut faire un point de presse, il a plus de 45 micros devant. Et il cherche, lui, des médias qu'il met sur sa main, et là, qu'il dégaine. À chaque fois, il a des discours, à chaque fois, il est médiatisé. En Italie, Meloni ne rate aucune occasion pour faire des discours aux gens. Quand on s'accapare des médias, on s'accapare d'un discours. Et quand on s'accapare d'un discours qui est répétitif et itératif, ça s'incarne et ça se grave dans les esprits. Et les esprits des gens qui votent, c'est des esprits fluctuants. Ce ne sont pas des esprits qui sont faits avec de l'idéologie solide qui va tenir bon devant toutes les fluctuations et devant toutes les vagues. Non, ce sont des esprits qui sont très, très déstabilisés, déséquilibrés et qui vont avec tous les vents. Voilà pourquoi donc on vote extrême droite, c'est parce que l'extrême droite, elle est en train de chercher les alternatives dans des outils de travail qui sont les médias et qui sont aussi la propagande à divers... et il ne rate aucune occasion, d'ailleurs, pour saisir les crises, pour profiter des crises, parce que quand il y a crise, il y a une demande sur la solution, sur les alternatives, sur les qu'est-ce qu'on va faire, ou la question essentielle de Lénine, c'est que faire. Et que faire, eux, ils essayent de répondre. La gauche, aujourd'hui, sur le que faire,
n'a pas de programme. N'a pas de programme. Ici au Maroc, il y a la dispersion. D'abord, il y a les divisions et des divisions sur des trucs élémentaires qui ne sont pas essentiels. Et aussi bien la gauche qui fait dans les élections que la gauche qui boycotte les élections, ils n'ont aucune force pour faire le boycott, mais aussi ils n'ont aucune force pour faire les élections. C'est dire que la gauche aujourd'hui doit se poser les questions essentielles sur la programmation dans l'avenir, mais en tenant en compte les constantes de ceux à qui on s'adresse, du récepteur. Le récepteur, c'est un Marocain. Le récepteur, c'est un musulman. Le récepteur, c'est quelqu'un qui a des émotions et des sentiments. Mais la gauche ne prend pas en considération ni les émotions, ni les sentiments du peuple, ni sa religion, ni... Et donc, comment voulez-vous qu'on fasse une certaine réconciliation avec tout un socle culturel et qui va nous servir demain pendant les élections? Que vous le demandiez en boycott, que vous le demandiez en élection, il ne va jamais répondre. Parce que lui, il a un automatisme, il faut le chercher. Il faut chercher ces mécanismes, ces automatismes, et il faut s'allier à ces mécanismes et à ces automatismes pour qu'on l'ait en réponse, en feedback. Voilà ce que je voulais dire. Si peut-être camarade Maryse, Ivo, si vous voulez rebondir avec l'intervention du camarade Saïd. J'ai pas entendu. Il y a la parole si vous souhaiteriez rebondir avec l'intervention du camarade Saïd à tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas s'il y a, vous voulez réagir ou... Moi, je veux bien. Moi aussi. Ouais. Vas-y, Maryse. J'ai entendu, j'entends ce que vous dites sur la social-démocratie. Et je crois que bon, le camarade qui vient de parler montre que le capitalisme mondialisé aujourd'hui ne compte plus sur les institutions démocratiques pour faire passer son programme. Il est prêt à passer à tous les régimes autoritaires pour y arriver. Donc, on est dans une phase de la mondialisation où une des réponses, c'est non à la mondialisation. Bon, Macron a parlé d'une internationale réactionnaire, et nous qui avions été marxistes, ou qui le sommes toujours d'ailleurs, où est l'internationalisme prolétarien pour répondre à cet internationalisme réactionnaire? Vous avez beaucoup parlé de l'Europe, mais on peut aller au-delà de l'Europe. Donc, cette faiblesse, elle est surtout visible chez les sociodémocrates, mais elle a touché, bon, en ce qui me concerne, y compris le Parti communiste, qui a pensé que pour aller, par exemple, faire la gauche plurielle, il fallait changer d'avis sur un certain nombre de points. Par exemple, le Parti communiste était contre l'Union européenne, et puis après, il a changé d'avis et il est devenu non pas fédéraliste ou pro-européen, mais il essaye d'envoyer des députés au Parlement européen. Donc, mon impression, c'est que le camarade a raison, à une offensive qui est internationale et au moins européenne, il y a demande d'une contre-offensive. Je me rappelle qu'il y a, il y a en tout cas les syndicats ont l'habitude de discuter ensemble au niveau européen, mais les partis politiques, à mon avis, non, n'ont pas pris ça s'appelle, je sais pas quoi, le parti de gauche. Il y a un parti de gauche en Europe, au Parlement européen, mais il est faible. Il est faible. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il faut être à la hauteur de l'enjeu. Mais je vais peut-être vous quitter, si vous m'en voulez pas, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait encore des Non, questions mais à de toute poser. façon, je pense que l'intervention du camarade La Ivo conférence va s'arrêter bientôt. va arrêter bientôt. Sauf Et que, bon, il y a peut-être Rafik Khalid que je n'ai pas entendu. Non, on ne voit pas sa tête et il n'a pas de micro. Ni Abdelila, il n'a pas parlé. Je suis là, camarade. Mais bonsoir à toutes et à tous.
bonsoir aux camarades du centre pour ce débat de qualité et paix et grandeur à l'âme de notre martyr Eglid Mohamed Ben Issa. Mais écoutez, moi j'étais en train de vous écouter et de prendre plaisir à ce discours, franchement, sur la montée des extrémismes en Europe et partout, d'ailleurs, pas seulement en Europe, mais la grande question, la question existentielle, est-ce que la montée de l'extrémisme n'est pas assujettie à l'échec, entre guillemets, de la gauche? On est entre nous et soyons un peu clairs, et c'est seulement en mettant le doigt sur certains mots qu'on va parvenir à un petit peu à dégager un petit peu la vue et voir un peu ce qu'on peut faire, parce que vraiment la situation elle est décadente, elle est frustrante et Dangereuse. pardon? Et dangereuse. Et dangereuse. Moi je pense que il y a certainement le discours et l'utilisation d'un grand discours d'extrême droite dans tous les médias. Il y a une certaine influence insupportable, intolérable et ingérable. Et les Parce réseaux que, sociaux. parce qu'ils ont beaucoup de moyens que nous, on n'utilise pas. N'oublions pas que, par exemple, si je prends et moi, à chaque fois que je parle de ça, je parle de l'expérience de Podemos. Podemos, une des clés de sa réussite, c'était les médias. Et les réseaux sociaux? Et les réseaux sociaux, bon, les médias, les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Parce que c'est un nouveau discours, c'est un nouveau débat qu'il fallait transmettre au plus loin et au plus profond de la société, mais et que, par exemple, l'extrême droite utilise et que les islamistes utilisent aussi. Et là, il y a une seule question à poser. Est-ce que on ne voit pas tout ça devant nos yeux? Par exemple, je parle de Bruxelles, par exemple, et il y a un déficit de gauche de notre part. Les étrangers, par exemple, les Marocains, les Maghrébins et tous les Arabes en plus, surtout sur le terrain. Notre discours ne parvient pas à contrecarrer le discours des islamistes et le discours des droites. Ça, c'est vrai, et il faut trouver une solution à ça. Autre chose, entre les gauches, il y a de la division, il y a de la perturbation, il y a des discours contradictoires, il y a des projets contradictoires, alors que c'est pas le moment, parce que pour gagner une bataille sur le terrain, il faut parler coalition, il faut parler consensus. Oui, on a des différences, c'est pas un problème, mais il y a des points qui nous rassemblent, surtout sur l'affrontement avec l'extrême droite et les islamistes. Et ça, c'est un combat vital. C'est un combat vital. Et moi, je pense que le fait de se réunir autour de ce débat, et on est invité chez le centre Ait El-Jid. Ait El-Jid, c'était un militant de gauche, qui apprenait la modernité, qui apprenait les droits humains, qui apprenait la laïcité, qui apprenait la différence et le droit à la différence, et qui a été assassiné par l'État marocain et par le groupe Al-Adl Ihsan. Donc, je pense que c'est une leçon. D'abord, on peut pas défendre le droit de certains qui ne croient pas aux droits humains. Sur le cas du voile, par exemple, je suis désolé, ces gens-là, ils s'accaparent le droit humain ou les droits de l'homme pour mettre un voile, mais ils ne défendent pas les autres droits humains des autres personnes. Ça, c'est un conflit. C'est un conflit qu'il faut éclaircir et qu'il faut débattre. Il y a beaucoup de problèmes dans notre action sur le terrain, dans notre réflexion et dans notre relation aux autres militants, de gauche surtout.
et par rapport à notre relation au débat général dans les sociétés où on vit. Et je pense qu'il n'y a que ce débat, comme celui d'aujourd'hui, qui peut nous permettre de s'aligner sur certaines normes et sur certaines positions qui peuvent changer la donne en passant par, il y a un camarade qui a proposé tout à l'heure une coalition de gauche, un pacte de gauche européen, ou je ne sais pas comment le qualifier, mais au moins qui s'aligne sur les standards, les grands standards de gauche, la vraie gauche. Et puis à ce moment-là, c'est un plan d'action qu'il faut rétablir avec d'autres partenaires. Et puis là, à ce moment-là, on peut dire que, bon, voilà, on est en combat, et puis diversifier un petit peu les niveaux du combat. Le Vous savez combat- que, je veux dire un petit mot, hier, il y a eu à Paris une très très grande manifestation contre le racisme. Personne n'attendait qu'il y ait autant de monde. Oui, Et donc, c'était aussi un espoir. Toute la société n'est pas tétanisée ni rien, mais oui. est-ce que ça suffit? En tout cas, c'était Mais au moins, pardon, mais au moins c'est un signe voilà. révélateur. C'est un signe révélateur qu'il y a certains dossiers qui peuvent être un point d'achoppement entre différentes mouvances politiques pour brander un slogan contre le racisme. Et là, déjà, c'est un dossier, c'est un grand dossier. Oui. Et puis après, il y a d'autres dossiers. Il y a d'autres dossiers Oui, politiques, oui. économiques, sociaux, culturels. Et puis voilà. Donc, mais en tout cas, c'était un très, très, très bon débat. Et franchement, je suis ravi d'écouter, d'apprendre beaucoup de choses ce soir et d'apprendre surtout l'implication de notre camarade Mostafa Louisi qui est dans tous les combats. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être avant de conclure, enfin, je ne sais pas si camarade Bilal, vous voulez rajouter des choses avant de donner la parole au camarade Ivo. On pourra finir cette très belle conférence. Je ne sais pas si Abila, vous voulez rajouter des choses ou donne la parole au camarade Ivo. Ok, camarade Ivo, je vous laisse Oui, prendre la parole. voilà, c'est dommage qu'on ne s'est pas, on s'est pas vu en physique parce qu'effectivement, c'était très intéressant. Il faut peut-être réfléchir sur encore une fois le refaire ou éventuellement une fois se voir en débat physique à Bruxelles, ça m'intéresse. N'hésitez pas à m'inviter. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu les explications que j'ai données sur la Belgique, quoi. En tout cas, c'était une très belle transition parce que pour conclure, donc, le prochain événement qu'on aura sera la fête du travail, le 1er mai. Ah oui. Donc, on aura un stand et on sera présent et on sera, enfin, en tout cas, on sera très heureux d'avoir un échange avec vous. Et puis, je pense que ce sera un moment très intéressant. Euh, je, je pense qu'on Ah peut oui, encore le. et peut-être, je l'avais déjà dit à Saïd, mais donc l'organisation avec laquelle je travaille, donc c'est la coalition 8 mai. C'est donc, ouais, voilà, difficile à vous montrer, mais Ouais, je vais le diffuser pour les camarades, monsieur Evo. ah oui, oui, voilà. Donc, je vous invite tous à venir le 4 mai, le dimanche 4 mai, mais Saïd peut le diffuser. C'est une très bonne idée. N'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup et très belle Merci à soirée. vous. Merci de nous avoir écoutés Ça va? et à très À la, bientôt. à la Merci à prochaine. Salut, Saïd. À Salut. bientôt. Salut, Merci à salut. vous. Mais tu peux couper le live et laisser interne Straoui.